Je suis un être humain qui cherche à comprendre comment fonctionnent les êtres humains et comment on peut, par ce fonctionnement-là et la compréhension de son fonctionnement, construire un outil que j'appelle un business indépendant et qu'on construise un outil que du coup pour moi c'est un business indépendant quand on est seul dans sa boîte, donc on s'appelle ça freelance, solopreneur, peu importe, qui nous permet de créer toutes les ressources et tous les outils et toutes les choses dont on a besoin pour ensuite construire sur mesure la vie qu'on a vraiment envie de vivre et la contribution qu'on a vraiment envie d'apporter aux autres, à notre entourage, au monde, à la société, à nos clients. Et du coup, la manière courte de dire ça, c'est de dire que je crée des expériences pédagogiques et du contenu pédagogique pour les indépendants, pour les aider à grandir en tant que personne et construire un business sur mesure sur le chemin. Le point de départ de toute ma réflexion, de tout ce que je fais, c'est de me lancer moi-même en tant qu'indépendant. Et je me suis lancé après plein de réflexions sur le monde du travail et tout qui sont nées d'un moment en 2014 où mon père meurt d'une rupture d'anévrisme. Donc c'était pas du tout quelque chose qui était prévu, ça arrivait du jour au lendemain. Et du coup, tout mon cheminement de deuil et de donner du sens à cet événement tragique de ma vie m'a amené à me poser une question qui était quelle leçon je peux retenir de sa vie? Et s'il est parti, c'est peut-être qu'il avait une leçon à m'offrir. Et du coup, la leçon que j'ai retenue de sa vie à lui, c'est le truc le plus important, c'est le mode de vie que tu as envie de vivre. Comment tu as envie de vivre et de se poser la question à quoi ça ressemble pour moi Mm. une vie selon mes propres règles où je suis épanoui et pas selon les règles de l'extérieur. Et je me suis rendu compte que la manière pour moi de vivre ça le plus facilement, où je pouvais tailler un peu dans la roche, c'était de prendre le contrôle sur mon travail. Parce qu'on passe tous énormément de temps sur les 80 à 100 ans qu'on nous donne pour une vie, on passe énormément de temps à travailler. Je pense que la Oui. majorité de notre vie, 50, 60 ans, on passe de notre vie à travailler. Et, et du coup, ma question, c'était, bah, OK, si on passe autant de temps à travailler, j'ai envie d'avoir un maximum de contrôle sur les conditions de ce travail et la forme de ce travail. Et pour moi, la seule manière d'avoir un maximum de contrôle sur les conditions et la forme, c'était bah, de devenir mon propre patron et du coup d'être indépendant, où je suis seul, il n'y a que moi qui décide, c'est moi qui donne la forme que je veux, j'ai personne qui dépend de moi et ainsi de suite. Et du coup, je deviens un business indépendant. Donc, je me suis lancé à mon compte à la fin de pendant mes études, pendant ma dernière année de master, alors que ça faisait quelques années que je réfléchissais à ça. Et du coup, je me suis rendu compte de effectivement la liberté que ça donne sur la conception de son business. Bien sûr, il n'y a pas que des avantages. C'est pas en mode, ah, t'es libre tout d'un coup, et tu découvres plein de choses derrière. Mais je me rendais compte que les inconvénients de l'indépendance m'allaient merveilleusement bien et j'étais prêt à les vivre pour avoir les avantages. Et du coup, j'ai cheminé avec ça, j'ai avancé, j'ai fait plein de choses, plein d'erreurs, tout ce qu'on fait quand on se lance. Jusqu'au moment où je me rends compte, en fait, je considère vraiment que devenir indépendant, c'est se construire un outil qui nous permet de construire sur mesure ensuite le reste de sa vie. Parce qu'on en a tout d'un coup les moyens. On a les moyens de travailler d'où on veut si on le souhaite. On a les moyens de travailler avec qui on veut si on le souhaite. On a les moyens de générer le revenu nécessaire pour vivre la vie qu'on veut vivre, peu importe ce que ça veut dire pour chacun, parce que c'est différent pour tout le monde. Et du coup, c'est pour ça que je me dis, je veux, et c'est un peu mon combat et ce que je porte, ce que j'ai envie de porter dans mes différents programmes et mes accompagnements, c'est j'ai envie que l'indépendance, le fait d'être à son compte et de créer sa propre boîte, on est seul, ce soit une forme de travail respectée, désirée même par des étudiants qui se lancent et qui veulent vivre quelque chose comme ça, et qui nous permet vraiment d'avoir la capacité de concevoir sur mesure la vie qu'on a envie de vivre. Et c'est pour ça que je me focus sur l'indépendance, parce que pour moi, c'est le point de départ où tout d'un coup, tu as une prise de conscience de, en fait, le travail, je peux ne pas le vivre comme un poids, une obligation, un truc où je dois gagner ma vie, et je peux le transformer en vrai outil de transformation pour ma vie à moi et pour la vie de mes clients par la suite, mais ça, c'est un autre sujet. J'ai pas mal de recherches et de pratiques un peu spirituelles, ésotériques, enfin, il y a plein de mots qu'on peut mettre dessus, mais je me dis, aujourd'hui, l'histoire que je me raconte, c'est que ça a tellement de sens de me dire, ça a toujours été ça, mais en fait, ce qui, enfant, disait mon rêve, c'est d'être riche et de devenir quelqu'un, en fait, c'était pas mon rêve. C'était le rêve que j'avais absorbé des influences extérieures, que j'avais cru être le mien, et j'ai eu besoin que mon père meure pour me rendre compte que c'était une injonction extérieure et que c'était pas vraiment ce qui était important pour moi. Et c'est pour ça que
bah, cette histoire-là, elle est intéressante aussi, c'est que j'ai vécu ces injonctions extérieures, elles sont devenues moi, entre guillemets, parce que je les avais tellement intériorisées, et je trouve que c'est hyper important, et il y a Marie qui est là aussi, avec qui je suis en Bretagne, et qui est mon associé sur un de nos programmes, et on est vraiment en train de le retweaker, de le reconstruire, d'essayer de repeaufiner à quoi ça ressemble ce programme pour vraiment avancer à fond sur cet axe de déconstruction de pendant toute notre vie, on reçoit tellement de messages de l'extérieur qui nous disent quoi faire, quoi être, qui quoi dire, comment se comporter, que pour construire un business qui nous ressemble vraiment, être avec d'une manière qui nous incarne vraiment, et donner ça au monde et construire une vie qui ressemble à ça, il y a vraiment besoin de déconstruction parce qu'on est influencé par 10, 15, 20, 30, 50 années de tout ça en fait. Et c'est pour ça que c'est hyper important pour moi parce que j'ai vécu cette expérience-là aussi, comme nous tous, je pense, dans cette société. Dans ma perception, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages. Et dès qu'il y a un truc qui, entre guillemets, on pourrait dire, ça foire, pour moi, c'était comme si j'étais au dojo en train d'acquérir de l'expérience pour me dire, ben, je prépare la fois d'après. Et j'ai toujours, bon, c'est une construction de croyances et tout, j'ai pas toujours eu ça, bien sûr. Mais c'est l'expérience et le travail de dev perso et tout, pour arriver à un stade où je me dis, quand je fais un truc, mon objectif, c'est pas forcément que ça réussisse, mais c'est d'apprendre des choses pour que la prochaine fois que je fasse ça, j'augmente mon potentiel de le faire avec fluidité, simplicité et que j'ai les résultats que je recherche. Du coup, quand on me pose la question de c'est quoi ton plus gros échec, ben, c'est pas toujours évident pour moi, donc c'est pour ça qu'on en a parlé avant pour que je cherche un peu. Et j'ai l'impression que ce qu'on pourrait catégoriser d'échec, entre guillemets, c'est un truc, un projet que j'ai commencé fin 2019 et qui s'est poursuivi en 2020 et qui s'est donc arrêté en 2020. C'était avec les membres de l'écosystème indépendant que je co-gérais à Paris qui s'appelle Lab Company. Et d'ailleurs, big up aux gens qui connaissent Lab Company ou qui en ont fait partie et j'ai pu bosser un moment là-dedans. Et surtout à un homme très, 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 très marquant dans mon expérience entrepreneuriale qui s'appelle Patrick Charny. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller ajouter, discuter avec cet homme merveilleux qui s'appelle Patrick Charny. Et en gros, il m'avait dit, dans Lab Company, on avait plein de projets. Et il y avait un projet qui s'appelait l'Académie, où en gros, l'objectif, c'était aider des jeunes qui sortent d'école à acquérir de l'expérience terrain, donc des jeunes qui avaient peut-être jamais eu de stage, qui avaient tout fait en présentiel à l'école, qui n'avaient pas d'expérience terrain du monde du travail et donc galéraient à trouver un taf. Et c'était les aider à acquérir une expérience terrain en travaillant sur des missions freelance et indépendants avec des gens expérimentés. Donc moi, par exemple, j'avais des étudiants qui sortaient d'école et avec qui je travaillais avec eux et ils bossaient avec moi sur mes missions clients pour que je les fasse monter en compétences, qu'ils découvrent des choses et en même temps, nous, ça nous donnait du soutien sur nos missions pour avoir comme entre guillemets, des stagiaires hyper qualifiés. Et donc, c'était un échange là-dessus. Et en fait, on s'est rendu compte à un moment donné que beaucoup d'étudiants qui sortaient d'école après 5 ans, notamment d'école de commerce, n'avaient pas du tout l'état d'esprit de je dois acquérir des compétences pour ensuite prouver ma valeur et bosser. Parce que ce que l'école nous met dans la tête, surtout en école de commerce, c'est tu rentres, tu fais 5 ans, tu sors, tu as un salaire de 3 000 euros, de 4 000 euros, de 5 000 euros. Et c'est le message qu'on nous donne tous au début de l'école et que j'imagine tu as peut-être vécu si tu as fait une école de commerce, mais en tout cas, je le vois partout dans le pitch de vente des écoles, c'est 80% de nos anciens sont dans des boîtes qui ils gagnent 5 000 euros à la sortie, alors que c'est complètement faux. Aujourd'hui, c'est pas du tout le cas, surtout dans les milieux communication marketing où la norme c'est d'aller en agence et de payer 1400 balles par mois quand tu es junior en agence et d'être surexploité. Et en fait, du coup, on voyait qu'ils n'avaient pas du tout cet état d'esprit, genre un peu entrepreneurial, de se dire j'ai des compétences, comment je les monétise, comment je les mets en valeur, comment je vais attaquer un sujet et devenir expert et gravir un peu l'échelle des compétences là-dessus. Et du coup, on s'est dit, bah, s'ils l'ont pas et que l'école ne leur donne pas ça, mais que le marché des indépendants et du travail a besoin de ça, bah, notre responsabilité, c'est d'y aller plus tôt et de leur offrir cet état d'esprit plus tôt. Et du coup, fin 2019, sur ce constat-là, on s'est dit, OK, on va créer une école, une vraie école post-bac, où dès la première année, les étudiants deviennent freelance et il y a une partie de leur éducation qui est à l'école, où on les accompagne, et il y a une autre partie de leur éducation qui est je suis freelance, j'ai des clients,
je mets en pratique toutes les compétences que j'apprends à l'école sur du terrain et sur le concret pour qu'à la fin des 5 années d'école, on sorte avec un réseau de clients. On a remboursé notre école parce qu'on a généré du chiffre d'affaires pendant 5 ans. On a des compétences concrètes qu'on a testées. On a un portfolio et ça fait que niveau employabilité, ça dépasse tout ce que les autres écoles peuvent offrir. Et si jamais, au bout de 5 ans, on peut se dire, en fait, je kiffe ce mode de vie indépendant, d'avoir mes clients et de gérer et tout. Et donc, j'ai toutes les compétences pour être un très bon freelance dès la sortie de l'école, plutôt que de devoir passer par beaucoup d'étapes que j'accompagnais déjà, tu te lances après l'école, mais personne ne te prépare à être indépendant. Donc, tu as beaucoup de choses à réapprendre. Et du coup, cette idée, on a commencé à en parler en 2019 et à la lancer et tout. Ça a beaucoup plu à tout l'écosystème indépendant. Tous les freelances avec qui j'en parlais disaient mais mon Dieu, je rêve, j'aurais tellement voulu aller dans cette école et vivre là-dedans, et wow, c'est trop bien. Et du coup, nous, on était super excités et on est allé faire les salons de l'étudiant. Enfin voilà, on avait tout, on avait les locaux, on avait l'équipe pédagogique, on avait tout notre processus, on avait tout le planning sur les 5 ans avec tout ce qui allait se passer. Et du coup, on est allé pitcher l'école pour essayer de recruter des lycéens, des gens qui rentraient en post-bac. Et on s'est rendu compte d'un truc qui était très intéressant, c'est que dès le lycée, il y avait encore une fois un truc de le marché n'est pas du tout éduqué encore. Quand tu es au lycée, déjà au lycée, on t'a nourri de ce truc de la sécurité, c'est le salariat, l'entrepreneuriat, c'est dangereux, c'est difficile, n'y va pas. Et qu'en plus, du coup, tu as besoin de convaincre les parents aussi. Et finalement, il y a peu de parents qui sont entrepreneurs et qui comprennent un peu cet écosystème. Donc déjà, on s'est frotté à ça et on s'est dit, ah ouais, putain, en fait, cette idée, elle est formidable et il y a plein de gens qui en sont convaincus, qui sont déjà dans le monde d'après, parce qu'ils ont fait la transition de ce qu'ils pensaient avant du travail et tout, à devenir indépendant. Mais il y a vraiment un besoin d'éducation du marché. Donc ça, c'était un premier frein qu'on a identifié. Et le second, c'est Covid. Donc on pouvait plus faire les confinements, donc on pouvait plus faire les salons, on faisait des journées portes ouvertes, ou plutôt que la journée porte ouverte où tu viens, tu parles avec les profs et tout, on faisait des matinées d'immersion où ils venaient, on prenait un brief client, et avec tous les étudiants, on bossait sur des vraies solutions, et on testait des choses, ils faisaient une vidéo, ils faisaient un podcast, enfin bref, ils produisaient des vraies choses comme s'ils étaient en train de bosser sur la mission client avec nous, on faisait un workshop de créativité, enfin voilà, on leur faisait vivre ce qu'ils vivraient vraiment à l'école. Et du coup, ça marchait hyper bien et tout le monde kiffait quand ils venaient aux journées portes ouvertes, mais on a dû arrêter à cause du confinement. Ce qui fait qu'à chaque fois, on n'avait pas le droit de se rassembler, donc on voulait relancer un truc, ça marchait pas. Et du coup, arrivé à l'été, alors qu'on devait ouvrir en septembre, on n'avait pas suffisamment d'étudiants parce qu'on n'avait pas pu vraiment communiquer et en ligne, c'était pas pareil. Et qu'il y avait ces freins de le marché n'était pas prêt. Et donc, on n'a pas réussi à trouver exactement le product market fit. Et du coup, on a dû abandonner le projet et se dire, bon, on est quelques années trop tôt. Et j'ai appris énormément de choses là-dessus. Énormément de choses beaucoup sur le marketing notamment. Parce que voilà, ça n'a pas marché. Donc c'est là où on apprend le plus. Et en même temps, on pourrait se dire que c'est un échec parce que c'était un projet formidable qui finalement est un peu mort dans l'œuf. Mais moi, je le vois plus sous l'angle des apprentissages que j'ai eus. Pareil, je le vois pas forcément sous forme de réussite. Et en même temps, quand tu dis ce qui te rend fier, un truc qui est hyper important pour moi et que je partage énormément dans ma communauté Inside Freelancing, c'est l'importance de la célébration. Et l'importance de parfois se tourner, regarder en arrière et se dire putain, j'en ai fait des choses quand même. Et on a tous ça, peu importe notre niveau d'avancée, il y a toujours des trucs, coucou Kylian, content que cela, il y a toujours des trucs que tu dépasses et à un moment donné, tu pensais que c'était impossible et puis quelques semaines, mois plus tard, ça devient ta réalité. Et se rendre compte qu'on a fait ça tellement de fois dans notre vie passée, je pensais que c'était pas possible, je l'ai fait, j'ai réussi, se réancrer dans cette puissance intérieure qu'on a, c'est hyper important. Donc moi, je l'ancre régulièrement aussi. En ce moment, ce qui me rend le plus fier, c'est justement mon deuxième lancement de cette année de réouverture de mon espace communautaire Inside Freelancing. J'avais fait mon plus gros lancement de mon histoire en janvier. Le lancement du mois dernier, de la semaine dernière, ça s'est terminé la semaine dernière, est devenu depuis le plus grand lancement de mon histoire. Et du coup, on a accueilli 86 nouveaux inscrits dans l'espace communautaire.
J'ai fait l'événement d'onboarding et d'immersion hier. D'ailleurs, il y en a des gens, il y a Colette enfin, voilà, il y a plein de gens qui ont rejoint, qui sont là. Je suis trop heureux de les accueillir. Et ça va être une aventure formidable. Donc, je suis tellement heureux de ça et fier, du coup, aussi de toute l'expérience que j'ai conçue à l'intérieur de cet espace communautaire. Parce que quand je dis communauté, ce à quoi la majorité des gens pensent, c'est un groupe Facebook, un truc comme ça, tu vois, genre ce qu'on entend par communauté. Mm. Mais ce que j'ai vraiment voulu faire avec cette communauté, et Kylian qui est là aussi, qui a une formidable communauté qui ouvre ses portes bientôt, qui s'appelle le Cercle des Créateurs. Et on se parle beaucoup avec Kylian parce qu'on a tous les deux un peu les mêmes envies. J'ai vraiment l'impression que le taf qu'on fait, ça permet de définir un nouveau standard de ce que ça veut dire communauté. Et je suis trop heureux de voir que tous les indépendants qui font partie de Inside Freelancing, ils se rendent compte qu'il y a un niveau plus loin que juste se rassembler dans un groupe Facebook et qu'on peut vraiment avoir l'impression de faire partie d'une famille, de nos semblables, qui nous accueillent, peu importe ce qui se passe. Et hier, l'expérience de l'événement d'intégration, je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont rendus compte d'à quel point les êtres humains peuvent être beaux en fait quand on se rassemble. Avancer, c'est faire plus d'argent tout le temps, Mm. qui à mon sens n'est pas au service de beaucoup de gens, parce que notre objectif à tous, c'est pas d'être millionnaire. Il y en a pour qui c'est le cas, génial, trop bien. Et il y en a pour qui c'est juste, je veux générer suffisamment de revenus pour vivre la vie selon mes critères. Peu importe les critères, si on habite au fin fond de la campagne et qu'on veut travailler sur notre autonomie avec un potager et tout, ben c'est peut-être moins de ressources financières et c'est génial. C'est un rêve merveilleux et j'ai plein de potes. Et d'ailleurs, j'adore cette dissonance assez bizarre dans ma vie où je vais faire, moi, ma valeur entrepreneuriat est très haute. Et du coup, je vais passer des jours et des jours à travailler, faire des gros lancements et tout. Et j'adore ça. Et j'ai vécu en début d'année, là, j'ai fait un gros lancement. C'était à l'époque mon plus gros lancement que j'avais fait en termes de travail, mais aussi en termes de revenus. Et le lendemain de la fin du lancement, j'étais dans la forêt, quelque part en Dordogne, à aider une pote à moi sur un chantier participatif, dont l'objectif, c'est de ne dépendre de rien et que sa cabane puisse générer, elle a un étang, donc elle puisse être autonome en eau, en électricité avec des panneaux solaires, enfin voilà, tout ça, pour justement avoir besoin de vraiment très très peu de ressources financières. Et j'adore et ça m'inspire de ouf. Et du coup, je trouve ça trop drôle d'avoir l'un et que je sois hyper inspiré par le fait de faire de la croissance et les leviers, l'entrepreneuriat et tout. Et du lendemain, avoir ça. Donc, bref, petite parenthèse. Mais une autre injonction, je pense, qui touche beaucoup de gens et qui m'a fait beaucoup réfléchir, je pense que c'est celle qui m'a fait le plus réfléchir, c'est l'injonction de la spécialisation. Et j'ai même un épisode de mon podcast qui parle de ça. Et il y a un moment sur LinkedIn, c'était il y a quelques mois, tout le monde parlait de ça. Le conseil qu'on voyait partout et qui revenait beaucoup dans beaucoup de contenus, c'était faut que tu trouves ta niche, faut que tu te spécialises. Souvent, quand j'en parle pour me moquer un peu, je dis faut que tu deviennes le community manager des pharmacies. Ce qui me semble complètement débile comme positionnement, mais bref, passons. Si quelqu'un là, désolé, c'est pas débile, vous avez raison. mais, euh, mais en fait, ça m'a beaucoup travaillé parce que je voyais énormément de gens, notamment des gens qui étaient dans mes communautés, enfin dans mon entourage qui travaillaient avec moi sur des programmes, où je voyais que c'était un poids pour eux, où ils se disaient, mais en fait, moi, j'ai pas envie de me spécialiser et ils le vivaient vraiment comme une injonction de tu dois être comme ça. Encore une fois, ces injonctions extérieures et qu'on essaie de se conformer à ça plutôt que d'écouter notre intériorité et que du coup, c'était un vrai poids pour eux. Et en fait, ça m'a beaucoup fait gamberger de me demander, mais est-ce qu'on est vraiment obligé de se spécialiser? Est-ce que c'est vraiment ça, genre, une clé de réussite claire sur le fait de monter sa boîte et de développer et surtout en indépendant? Et du coup, j'ai beaucoup réfléchi et je me suis rendu compte en fait, non, il y a un fond derrière. Et je me suis beaucoup posé la question de pourquoi est-ce qu'on doit se spécialiser? Pourquoi on nous dit de nous spécialiser? C'est quoi le truc qu'on cherche comme résultat, comme conséquence une fois qu'on se spécialise? Et je me suis rendu compte qu'en fait, le fond du fond du fond, c'est que se spécialiser, ça crée de la confiance. Ça fait que la personne, notre client, il se dit, ah ben voilà, Thomas, Maïva, euh, Colette, Perle, Jacques, je dis Ambre, les gens qui sont dans le chat. Ah, Thomas, c'est la bonne personne pour moi parce que je vois qu'elle s'est spécialisée sur mon secteur. Et du coup, en comprenant ça, je me suis rendu compte et je me suis dit, ben, en fait, il y a plein de manières de créer de la confiance. Cette manière-là fonctionne, ok, très bien. Mais pour les gens
qui vivent ça comme une injonction et qui, de toute façon, si tu le vis comme une injonction et que tu mets en place ta stratégie, tu vas pas être investi, tu vas pas donner le meilleur de toi et donc quelque part, tu vas te freiner toi-même parce que ben, t'as pas envie que ça marche parce que ça, c'est comme si tu devais couper une part de ton identité. Mm. Et donc, dans cet épisode, je décortique les autres manières de créer de la confiance et tout, mais tu vois, c'est ça aussi, c'est un truc important pour moi. Aller vraiment dans le fond, pas juste donner des trucs en mode, voilà, il faut que tu fasses ça, mais vraiment aller dans le fond de pourquoi est-ce qu'on fait tout ce qu'on fait, pourquoi est-ce qu'on donne tous les conseils qu'on donne et c'est quoi les fondations pour s'approcher le plus possible de, entre guillemets, la vérité. Même si, bon, la vérité, c'est un concept dont on pourrait parler pendant des heures, mais c'est intéressant. Mais revenir vraiment aux fondations pour se dire, OK, quand je comprends les fondations, il y a plein de stratégies qui me permettent par la suite d'avoir accès à ça comme résultat, mais qui ne sont pas forcément les mêmes stratégies pour tous. C'est fou, c'est un peu comme si c'était un jeu où j'entends des règles qui me conviennent pas et hop, j'essaye de les détourner et de trouver des alternatives. Complètement. Et c'est trop drôle que tu parles de ça parce que, tu vois, dans ma vision que je donne là de l'indépendance, c'est un outil pour nous créer une vie sur mesure et ainsi de suite. C'est les règles de notre jeu actuel, du jeu de la société actuellement. C'est-à-dire que pour vraiment avoir le contrôle sur toutes les facettes de ton existence, aujourd'hui, l'outil pour ça, c'est d'avoir des revenus et que ton mode de travail, les conditions de travail, le sujet sur lequel tu travailles te permettent de le vivre. Et j'ai une super amie qui est ici dans la maison, qui, elle, travaille beaucoup sur des sujets autour du revenu universel. Elle a créé un documentaire sur le revenu universel. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse comme sujet, je vous invite à aller le voir. Il s'appelle Les gens et le revenu universel. Si vous tapez ça sur YouTube, vous le trouverez. Il est trop bien, le documentaire. Et j'ai la chance d'être dedans, d'avoir passé une petite tête dedans. Et ce que je dis justement, c'est, moi, je suis fasciné par ces questions entrepreneuriales. J'adore, parce que ça me permet de mettre un élan de contribution que j'ai toujours eu pour les gens autour de moi, de le mettre à contribution de personnes qui m'inspirent. Les indépendants m'inspirent énormément. Et donc, c'est un jeu pour moi de me dire, j'ai trop envie d'aider ces gens, qu'est-ce que je peux construire pour les aider et en même temps créer des effets de levier financier pour recréer des trucs qui les aident encore plus et que ce soit un cercle vertueux où tout le monde gagne. Moi, j'adore ce jeu. Je suis fasciné par ça. Mais pour les gens qui sont pas fascinés par ça, pour qui c'est un poids, qui n'ont pas vraiment Mm. envie d'être entrepreneurs, mais qui en fait ont envie de juste kiffer leur life et faire leur potager, par exemple. Et c'est génial qu'ils aient envie de faire ça. Et j'aimerais que vous puissiez dédier votre vie à faire ce qui vous fait kiffer. Ben, à mon sens, il y a d'autres stratégies que juste l'effervescence entrepreneuriale, dont le revenu universel. Et encore une fois, c'est un sujet avec plein de variables et ainsi de suite. Mais juste prenons l'idée pour l'instant que, et pour moi, c'est la même idée que celle que je défends, tu n'as pas besoin de gagner ta vie, tu l'as déjà. Et à mon sens, on est suffisamment intelligent en tant que société pour trouver une solution pour que tout être vivant puisse vivre la vie qu'il veut et que ensuite on s'organise ensemble pour que ce soit possible pour tout le monde et pas que les gens qui sont heureux d'évoluer dans le système actuel soient les seuls qui puissent s'épanouir. Du coup, ça fait suite avec l'injonction dont on parlait tout à l'heure sur la spécialisation. Beaucoup de gens ressentent ce truc, l'injonction de la spécialisation et tout. Et du coup, de par ça, ont du mal à clarifier comment ils se positionnent, qu'est-ce qu'ils proposent concrètement. Et du coup, l'objectif de l'atelier de groupe, il s'appelle, je ne sais plus exactement le nom que j'ai donné, mais c'est un truc genre la transformation de vos clients, quelque chose comme ça. Mais ça parle d'un outil que j'utilise dans ma formation Construire ses offres et que je propose. En gros, c'est un peu un outil de référence pour moi qui s'appelle le schéma de la transformation. Et l'objectif, c'est d'aller cartographier c'est quoi la transformation que j'ai envie de faire vivre aux clients que je cible et de les prendre à un endroit et de les déposer à un autre pour que leur vie change drastiquement. Et de prendre conscience de cette transformation bien au-delà de juste les compétences qu'on leur apporte et de juste le livrable. Genre, aller bien au-delà de juste, t'as un logo à la fin, mais vraiment creuser dans qu'est-ce que ça permet aux clients avec qui on a envie de travailler de vivre et c'est quoi la transformation qu'on leur offre dans leur vie, dans leur business, dans leur quotidien grâce à notre travail. Et finalement, notre positionnement, c'est ça. On n'est pas les spécialistes on n'est pas le community manager spécialiste des pharmacies. Tous à notre niveau individuellement, notre objectif, c'est de devenir les spécialistes d'une transformation particulière pour nos clients et pour une catégorie précise de clients,
Parce que c'est pas pour tout le monde. On n'est pas pour tout le monde. On est pour une catégorie précise de personnes. Et on doit se spécialiser dans une transformation qu'on veut leur faire vivre et leur faire passer de A à B. Et du coup, c'est un atelier où on va plonger loin là-dedans. Je vais partager des exos. Enfin voilà, ça va être assez immersif. Ça va pas juste être je partage du savoir comme ce que je pourrais faire dans du contenu. L'idée, c'est vraiment qu'on bosse sur ce sujet à fond et que chacun puisse cartographier ça. C'est quoi la transformation que j'ai vraiment envie de faire vivre à mes clients et que mes clients recherchent déjà d'ailleurs parce que faut partir de leurs besoins et de leurs vrais problèmes. Donc voilà, ça parle un peu de toutes ces choses-là. Ok, et est-ce que c'est pour des freelances qui sont dans la prestation de service ou... Alors ce modèle, il s'applique vraiment à tout Ok. parce que ça part du principe que, et ça c'est un truc hyper important pour moi que je défends, le business, ce n'est jamais plus que un être humain qui travaille avec un autre être humain. Le B2C, le B2B, le je sais pas quoi, ça n'existe pas quand on revient vraiment aux fondations. La seule chose qui existe, c'est moi, l'être humain, qui bosse avec un autre être humain. Hmm. Et d'où ce que je disais tout à l'heure sur la confiance. Parce que pour que deux êtres humains décident de avancer ensemble dans leur vie, ce qui est ce qu'on fait quand on bosse avec des clients, on avance ensemble dans nos vies respectives, il faut qu'il y ait un lien de confiance entre les deux. Et s'il n'y a pas de lien de confiance, il ne se passera jamais rien de bon. Et la plupart des expériences négatives des indépendants, des entrepreneurs avec leurs clients, c'est parce que quelque part, le niveau de confiance n'était pas là, ou a été brisé d'une part de l'autre, ou était fragile. Et du coup, quand on part de ce principe-là, que le business, c'est qu'une question d'un être humain qui bosse avec un autre être humain et qui utilise des compétences, des services, des produits, enfin plein de choses, et que l'objectif de cette collaboration, c'est que à la fin, les deux personnes, les deux êtres humains soient plus avancés qu'au début. Donc les deux vivent une transformation simultanée, côte à côte. Le freelance, souvent, ce qu'il reçoit, c'est une transformation financière et d'expérience. Je reçois du chiffre d'affaires, je reçois une nouvelle expérience, je reçois des témoignages, je reçois plein de choses d'une collaboration avec un client. Donc ça, c'est ma transformation. Et l'objectif, c'est de se focaliser donc sur quelle est la transformation que je permets à mon client de vivre. Et ensuite, quand j'ai identifié la transformation, le point de départ, le point d'arrivée, c'est à ce moment-là qu'on se pose la question de comment concrètement je permets de vivre cette transformation. Et là, parfois c'est un service, parfois c'est un produit, parfois c'est un cumul des deux, parfois c'est un accompagnement, parfois c'est une formation. Enfin bref, il y a plein de manières. Et le comment, finalement, c'est pas ça qui intéresse nos clients. Les clients, ce qu'ils achètent, c'est la destination. C'est comment ils vont se sentir après. C'est ça qu'ils achètent. Ils n'achètent pas la méthode de et on va faire un atelier sur ça, puis ça, puis ça, puis ça. Et je donne un exemple très, très parlant là-dessus. Imaginons Maïva, tu as une rage de dents pire que jamais tu as eu. Tu as une douleur insupportable, tu n'arrives même plus à dormir, ça fait 3 semaines, tu n'as pas dormi pendant même pas une minute. Et tu vas voir un docteur. Et le docteur, il te dit, voilà Maïva, il y a deux options. Soit j'ai cette méthode-là qui te permet d'enlever ta dent en 5 minutes, tu n'auras plus aucune douleur. Soit je prends le temps, je regarde toute ta bouche, ça va prendre à peu près 1 heure et demie. Puis ensuite, je vais regarder tes dents une à une pour voir celles qui vont bien. Puis ensuite, on va tranquillement gratouiller ta dent pour essayer d'enlever tous les trucs et ainsi de suite à l'intérieur. Voilà, tout ça, ça prend à peu près 5 heures. Et une fois que j'aurai compris où est le problème, tu reviens dans une semaine et j'enlève ta dent. Le premier truc, option 1, ça coûte 10 000 euros. Option 2, ça te coûte 500. À ton sens, si tu n'as pas dormi depuis 3 semaines, que tu as la douleur la pire de ta vie et ainsi de suite, l'option, elle est assez simple à prendre. Et quand tu captes ça, tu vois que en fait, ce que tu veux, c'est le résultat. C'est pas toute la méthode et c'est pas tout le entre-deux. Et c'est la même chose pour nos clients, évidemment, avec moins de séparation drastique qu'avec cet exemple de la dent. Mais ce qu'ils veulent, c'est vraiment la destination de ce qu'on leur permet de vivre. Et peut-être que Diane, on va lancer une offre. Diane, c'est ma bras droit. Coucou Diane. Peut-être qu'on va lancer une offre pour le soin dentaire des indépendants un jour, qui sait, hein. Un truc que font beaucoup trop d'indépendants, c'est de se dire, je prends le même métier qu'avant, je le calque en Hmm. freelance. Hmm. Ce qui n'est pas possible. Parce que quand on travaille en tant que salarié, par exemple, dans un métier, il y a des conditions de travail et il y a tout l'entourage qui fait que ce métier existe dans ces conditions-là. Quand on est indépendant, ça n'a rien à voir. Parce que
le point de départ de tout, c'est qui sont les clients avec qui j'ai envie de travailler, c'est quoi leurs problèmes, c'est quoi leurs besoins, et ensuite on vient caler des choses et inventer des choses là-dedans. Tant qu'on se limite à notre métier et nos compétences d'avant et la forme que ça prenait avant, on se limite dans notre capacité à trouver des vraies réponses, des vrais services, des vraies offres pertinentes pour les clients qu'on a vraiment envie d'aider. Et donc, c'est même mieux si les gens sont perdus et ne savent pas quoi faire, parce qu'on part d'une page plutôt blanche, même si elle est teintée de nos expériences du passé, mais on part d'une page qui est plutôt blanche, de se dire, je veux me mettre dans la peau de mes clients, et ça rejoint un autre truc que je dis souvent, qui est la compétence première la plus importante d'un indépendant, d'un entrepreneur, c'est l'empathie. On se met dans cette posture de, je me mets en empathie avec les gens que j'ai vraiment envie d'aider, je rentre dans leur monde, je comprends la transformation qu'ils veulent vivre et que j'ai envie de leur faire vivre. Maintenant, allons voir les compétences dont je dispose pour construire un truc au service de ça. Et donc, on Ouais, c'est part vrai que pas de j'ai un rond, j'essaie de le faire rentrer dans un carré, mais on part de ok, j'ai dessiné une forme, je comprends. Maintenant, je vais prendre ma pâte à modeler qui est ma boîte indépendante et moi, et je vais et mes offres, et je vais faire une offre qui correspond parfaitement à la forme. Qui sont les gens avec qui j'ai vraiment envie de travailler et être le plus focus possible. Encore une fois, je le répète, et on ne va pas rentrer dans le détail parce que je pourrais raconter plein d'histoires là-dessus, mais si on essaie de parler à tout le monde, en réalité, on parle à personne. Bon, si je me permets une métaphore pour l'expliquer. Imaginons vous êtes sur la plus grande place de votre ville. Et si vous n'habitez pas en ville, imaginez une énorme place sur laquelle vous êtes passé peut-être en visitant une ville, quoi. C'est une place énorme. On n'est pas en période Covid, on est en période normale et il y a des centaines de personnes qui passent comme ça à toute vitesse, qui ont tous des vies hyper occupées, ils vont au travail, ils vont faire leurs courses, ils retrouvent leur amant, enfin bref, plein de choses comme ça. Et vous vous plantez comme ça devant tout droit et vous commencez à parler avec un ton vraiment très monotone, juste en regardant droit devant vous et en ne regardant personne d'autre que juste un point random devant vous et vous parlez, vous dites bonjour, je suis graphiste, je fais des identités visuelles, est-ce que ça vous intéresse s'il vous plaît? Si on fait ça, on attire l'attention de personne. Parce que on ne regarde personne, on est juste en train de se dire je balance mon message, on va voir, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va tomber dans mon filet et qui personne va venir se pointer devant vous sur votre place, sur cette place et vous dire ça m'intéresse vachement ce que tu dis, je me sens vraiment connecté à ton message, c'est vraiment pour moi, merci. Et c'est quoi la bonne technique si on est sur cette place? Vous avez tous déjà vu des gens dans les assos qui veulent recruter des donateurs. C'est quoi leur stratégie à eux? Ils regardent au loin, ils prennent une personne. Il y a des centaines de personnes, ils fixent une personne, ils regardent une personne dans les yeux, ils font coucou, ça va, tu passes une bonne journée, et ils te focalisent. Et tu sais qu'ils te parlent à toi. Tu peux regarder autour de toi, il n'y a personne d'autre, c'est toi qui regardes. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Tu vas soit devoir faire un énorme effort pour non, pardon, je suis occupé, je n'arrive pas, et tu te sens un peu mal de le faire. Soit tu vas commencer à discuter parce que tu sais qu'il te parle à toi. Donc, prenez cette métaphore. Essayez de parler à tout le monde parce que j'ai peur que j'ai plus avoir de clients, etc. Je comprends votre peur, je ne suis pas du tout en train de la minimiser, elle est totalement légitime et j'ai pas envie de me moquer. Mais si vous êtes là-dedans, vous allez parler à personne, comme si vous étiez sur une place en train de parler dans le vide et personne ne vous écoute. Donc le point de départ, c'est être hyper focus. Petite catégorie de personnes, petite partie de la population, avec des critères très précis. Mais des gens que vous avez vraiment envie d'aider parce que vous allez avoir beaucoup plus d'énergie que si vous prenez n'importe qui. Et ensuite, rentrez dans leur monde. Discutez avec eux. Le mieux, c'est de discuter avec eux. Passez du temps à essayer d'échanger avec eux, rentrer dans leur monde, empathie. Votre objectif, c'est de comprendre leur vie mieux que eux-mêmes comprennent leur propre vie. Et ensuite, vous vous rendez compte qu'est-ce qu'ils sont en train d'essayer de faire dans leur vie, c'est quoi leurs problèmes, c'est quoi leurs besoins. Et on part de ça pour construire quelque chose.